Bonjour à tous et re-bienvenue à Siege le Québec pour un deuxième épisode d'une émission, podcast où on discute des actualités Siege, mais aussi du gaming du moment. Je suis Lady MP, créatrice de contenu à temps plein dans le créneau Geek Gaming, donc je diffuse sur Twitch aussi à temps plein. Je suis en compagnie de... HantiV4, comme toujours. Donc moi, je suis créateur de contenu à temps partiel, par exemple, sur YouTube et tout ça. Sur Twitch, durant la semaine, je vais faire un stream entre guillemets régulier où vous pouvez admirer mon manque de shoot complet et total. Pendant la fin de semaine, je suis casteur communautaire ESL, donc je vais casser des compétitions organisées soit par ESL comme les GoFort ou le tournoi All-Star qu'ils organisent en ce moment, ou tout simplement des compétitions organisées par d'autres organismes communautaires, comme un dont on va vous parler tout à l'heure. Dans un cas comme dans un autre, si tout ça, ça vous intéresse, donc les liens vers nos chaînes Twitch, à moi et Lady MP vont dans la description de la vidéo, je ne vous surtout pas pour aller jeter un œil, et les chaînes YouTube également. Donc je vais me prendre un petit peu en avance et je vais dire, si jamais vous regardez la vidéo sur ma chaîne, allez faire un tour sur la chaîne de Lady MP et abonnez-vous. Si vous regardez la vidéo sur la chaîne de Lady MP, je ne vous surtout pas pour venir faire un tour et pour vous abonner. Exactement. Commençons sans plus attendre. Parlons de consulat. Donc, vous avez sûrement noté qu'il y avait un certain bug dans la map. La map était extrêmement sombre. On vous en avait parlé dans le dernier épisode. Les développeurs, à cause de la pandémie, devaient travailler de la maison. Donc, peut-être que le temps de réaction pour corriger les bugs pouvait être un peu plus long ou du moins un peu plus imparfait. Mais la rapidité avec laquelle ils vont sortir les patchs et intervenir sur le jeu devrait être réduite. Donc, s'il y a des bugs, s'il y a des choses qui doivent être fixées rapidement, ça peut arriver que ça influence les jeux prochainement. Donc, on va prendre un peu d'avance, puis on va dire Ubiplate! Donc, on vous rassure, c'est réglé. Aucune incidence à long terme sur le jeu, mais ça nous porte un peu à se poser des questions sur le contrôle de qualité du jeu. Faut pas exécuter une série d'actions compliquées là, pour avoir accès aux bugs. Faut juste ouvrir la map. Donc, on se pose la question, est-ce qu'ils ont vérifié leur patch avant de la sortir? C'est une bonne question, puis c'est vraiment inquiétant parce que j'ai l'impression que c'est un pattern qui se répète plus fréquemment chez Ubisoft qu'on le voudrait. Bref, si on passe vers notre prochain sujet, on va avoir les designers notes, les patch notes essentiellement de l'année 5, saison 1.2 qu'Ubisoft ont mis dans leur titre. Je sais pas pourquoi on est rendu à la saison 1.2 de la 5e année, néanmoins. On va afficher quelques écrans, quelques images à l'écran à l'instant, et le tableau que vous voyez peut avoir l'air un peu intriguant ou inquiétant à première vue d'œil, mais vous en faites pas, il est pas du tout méchant. Si on devait le regarder un peu plus proche, eh bien, essentiellement, plus vous voyez un opérateur qui va être vers la droite, comme par exemple ici Ash et Zofia, plus cet opérateur-là est fréquemment sélectionné. En quelque sorte, ben, plus il est souvent déployé sur le terrain. Plus un opérateur est haut, par exemple, plus souvent il va gagner. Donc, en quelque sorte, si on veut l'analyser de cette façon, Ash et Zofia sont souvent sélectionnés, mais les vrais opérateurs OP sont pas sélectionnés très souvent, mais ceux qui gagnent souvent, ça va être Finka et Blitz. Je vous parle de tout ça parce que tout à l'heure, les DMP vont nous parler un peu des mises à jour qui vont venir, que l'opérateur va se faire améliorer, que l'opérateur va se faire réduire en performance. Et regarder l'état actuel du jeu, ben, ça nous aide à comprendre d'où les développeurs y viennent et ça explique un peu le comment du pourquoi. Si on devait se diriger vers le deuxième test, ou ben les deuxièmes tableaux, ça va être cette fois-ci les opérateurs défensifs. Les opérateurs défensifs, eux, c'est beaucoup plus bordélique et c'est beaucoup plus chaotique que ceux en attaque. Comme par exemple, Jaeger est sélectionné tellement fréquemment qu'il est littéralement à l'extérieur du tableau. Il est tout simplement beaucoup trop fréquemment utilisé et puis il est un peu OP, évidemment, vu qu'il est en haut de la ligne milieu pour le ratio victoire-défaite. À l'inverse total, Tachanka, lui, est très rarement utilisé. Il va avoir besoin de beaucoup plus d'amour de la part d'Ubisoft. Par exemple, mon petit doigt me dit que tu vas nous parler dans quelques instants d'un patch sur Jaeger, mais Tachanka, lui, il va falloir qu'il attende ce rework. Juste avant, par exemple, de parler de la mise à jour qui s'en vient, on va aller vers une autre image. Ceci, ça va être la fréquence à laquelle les opérateurs vont être ban dans une partie classée ou dans une partie non classée. Enfin bref, donc c'est normal que dans tout type de liste, il va en avoir un qui va être en premier dans la liste puis un qui va être en dernier dans la liste. Donc c'est normal que Jackal, Thatcher soient les opérateurs qui soient les bans le plus fréquemment, puis après ça descend progressivement. Il y a encore une bonne distance, un bon accord entre Jackal et Thatcher, mais encore une fois, c'est pas aussi intense ou c'est pas aussi chaotique que si on se déplace vers les opérateurs défensifs. Mira et Echo sont toujours ban. Et ici, je vais venir un petit peu critiquer le jeu parce que si les joueurs ont la sensation de se sentir forcés et obligés de ban Echo et Mira pour pouvoir avoir une expérience de jeu balancée et équilibrée, ben ça laisse sous-entendre que ces opérateurs-là ne sont pas équilibrés. Et le problème que j'ai avec ça, ben c'est que ça enlève un peu à la liberté individuelle des joueurs de ban qui veulent, s'ils sont obligés par les circonstances ou par un manque de balancement, d'enlever ces deux opérateurs-là de la rotation à chaque partie qu'ils vont jouer. Mais enfin bref, ça va être un peu l'état actuel du jeu. Et je te laisse nous parler un peu de l'état futur du jeu.
Exactement, gros changement à prévoir au niveau des opérateurs. On a failli pas y croire parce que les rumeurs ont commencé à se répandre le 31 mars, donc à la veille du 1er avril, poisson d'avril, et Ubisoft est connu pour être un sacré farceur à cette date, donc on a manqué de pas y croire. Commençons avec les ajustements qui s'en viennent pour Ying. Donc elle va se voir ajouter une grenade smoke, mais elle va perdre sa Claymore. On augmenterait aussi son dégât du LSW pour un dégât de 46 au lieu de 43. Et elle aurait l'ajout d'un Candela, donc elle passerait à 4 gadgets. Ce qui est de Mozzie, on retirait le Super Shorty. Pour ce qui est de Buck, on retirait les grenades frag et on ajouterait une Claymore. Pour Goyo, on retirait un de ses boucliers vulcans, donc on passerait de 3 à 2. Et finalement, et celui qui ne fait pas l'unanimité, c'est Jagger, qui va passer d'un opérateur vitesse 3, armure 1, à vitesse 2, armure 2. Comme tu l'as mentionné un petit peu plus tôt dans ton analyse, c'est un opérateur qui est réputé pour être extrêmement OP. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça va corriger un peu sa situation actuelle, ces ajustements-là? Donc, on a passé par-dessus, puis c'est pas du tout un débat. L'opérateur est trop fréquemment utilisé, l'opérateur n'est pas balancé. Ce qui est embêtant, c'est que les gens n'aiment vraiment pas ça, n'est-ce pas? Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de critiques par rapport à cette mise à jour-là. Et puis, je pense que je comprends un peu pourquoi. Jaeger était quand même relativement facile à utiliser, à prendre en main. Tu poses tes Jaeger, pour ça tu vas roamer. C'est un bon opérateur. Puis, il n'est pas particulièrement OP. Il est en haut de la ligne milieu, mais pas ridiculement au-dessus comme Finka ou Blitz. Donc, c'est surtout sa fréquence d'utilisation qu'il fallait attaquer, pas nécessairement son efficacité comme telle. Donc, ce qui se passe, c'est que là, vu que c'est un opérateur super facile à prendre en main, eh bien, plusieurs joueurs l'utilisaient. Mais là, vu qu'il va être un petit peu moins évident à saisir, je pense que les main Jaeger vont demeurer main Jaeger, mais les gens qui sont comme ambivalents, qui vont sauter d'un opérateur à l'autre, vont avoir tendance à moins fréquemment utiliser les Jaeger. Et au final, je pense que ça devrait, comme on disait, pas trop réduire son efficacité sur le terrain, mais la fréquence d'utilisation de Jaeger. Et ben, c'est ça surtout. Mozzie est un opérateur 2 points d'armure, 2 points de vitesse. On s'en rend pas compte. Il y a un maniement similaire à celui d'un 3-1 et ça montre vraiment qu'il est possible de roamer efficacement avec un opérateur de 2 si on sait ce qu'on fait. Et comme tel, la logique ou la raison me dit que Jaeger va encore être bien balancé tout ça, mais comme tout le monde, mes émotions me disent que je devrais être fâché face à cette mise à jour-là. Ce qui nous apporte à la question du jour. Répondez-nous dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces ajustements? Êtes-vous pour? Êtes-vous contre? À quel point ça va influencer votre façon de jouer? Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On va y répondre au prochain épisode. Et puis, parlant du prochain épisode, ou du précédent prochain épisode, la dernière fois qu'on avait fait un épisode, donc on se faisait demander, c'est quand la prochaine fois qu'on va aller caster ensemble? On avait lâché des petits indices dans la vidéo la dernière fois. Et bien, cette fois-ci, on a vraiment une date spécifique à vous passer. La prochaine fois qu'on va caster ensemble, ça va être dimanche le 26 avril pour un tournoi Rainbow Six Siege. Sans surprise, organisé par Checkpoint. Alors, Checkpoint, c'est une organisation québécoise dans le domaine e-sport, puis ils mettent en place régulièrement des tournois sur Rocket League, Overwatch, League of Legends, et évidemment, sans grande surprise, Rainbow Six Siege également. Si jamais ça vous intéresse de participer, de jouer sur notre cast, eh bien, toutes les informations vont être sur leur page Facebook et sur la page Tournament de la compétition. Comme toujours, évidemment, les liens pertinents vont se trouver dans la description de la vidéo. Poursuivons avec un jeu qui n'est pas Rainbow Six Siege. On a fait un peu le tour du sujet, mais un jeu qui quand même suscite les discussions ces temps-ci. On parle de Valorant, qui est le nouveau bébé de Riot. Donc Riot qui est le développeur, le concepteur de League of Legends et de Teamfight Tactics. Donc c'est un FPS qui va être un peu un mélange de CSGO et de Overwatch. On dirait qu'ils ont eu un petit bébé ensemble. Il a commencé à avoir des drops de clés le 7 avril et le 3 et le 7 avril, mes excuses. Donc la bêta est disponible aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Russie et en Turquie. On n'a pas de date officielle pour ce qui est de la sortie, mais on sait que c'est pour l'été. Donc inquiétez-vous pas, on va vous tenir au courant. Mais ça m'apporte à me questionner sur la durée de vie des jeux compétitifs. Parce que le marché, on ne se le cachera pas, est un peu saturé. Est-ce quand on démarre, on crée un nouveau jeu qui a un potentiel compétitif, on ne crée pas forcément de nouveaux joueurs. Est-ce que ces joueurs-là ils migrent dans le fond d'un jeu à un autre, donc ça déplace seulement le problème. On répond pas à un besoin. Donc, ce qui m'amène à comparer un peu le jeu à code qui crée souvent de nouveaux jeux qui ont, oui, un potentiel compétitif, mais sur une courte durée. Les créateurs de LoL ont supporté le jeu depuis 10 ans, alors que Code en est à son 2e Battle Royale en 2 ans. C'est la seule question qui me vient en tête, c'est
quelqu'un, un joueur compétitif, est-ce qu'il a envie de baser sa carrière professionnelle sur un jeu qui va avoir une durée de vie de 2 ans, comme Warzone, ou sur un jeu qui a une durée de vie de 10 ans, comme le potentiel que le Valorant aurait? Qu'est-ce que tu en Donc, penses? ouais, donc c'est très intéressant de se questionner là-dessus parce qu'on ne peut que stipuler ou que émettre des suppositions. On ne sait pas combien de temps Valorant va être supporté par Riot, puis on ne sait pas combien de temps Warzone va être supporté par Activision. Mais si on devait y aller avec l'historique qu'on a de ces deux compagnies-là, je pense que Valorant serait le choix un peu plus sécuritaire, on dirait, d'un joueur professionnel. Du point de vue d'un joueur professionnel qui veut investir son temps dans un jeu qui va pouvoir payer les factures pour aussi longtemps que possible. Bref, parlant de jeux professionnels ou de jeux compétitifs, là, si je reviens un peu sur Rainbow Six Siege et que je devais y aller avec une anecdote personnelle, dimanche passé, j'étais en train de caster la GoFort nord-américaine de ESL et puis il y a ceci qui s'est arrivé, qui s'est produit dans le stream. Donc, moi, j'aurais, avec cette action-là, découvert un nouveau spot de Nitro dans la map, un nouvel angle sur Rainbow Six Siege. Donc, j'en connais un peu plus. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Et si jamais ça vous intéresse de voir ce genre d'action-là se produire en temps réel, ben, gênez-vous surtout pas pour venir faire un tour sur ma chaîne Twitch. Le lien va dans la description. Puis, des trucs comme ça, on en voit surprenamment souvent. T'sais, apprendre par les autres, c'est plus facile que d'apprendre par nos erreurs à nous. Bref, la deuxième petite anecdote que je voudrais vous dire, ce sera en lien avec le respect des autres joueurs dans Rainbow Six Siege, comme dans n'importe quel autre jeu. Parce que moi, je vais vous dire ça comme ça. Si jamais vous vous mettez à insulter puis à traiter l'équipe adverse de nom, vous ne savez jamais quand vous êtes en train de jouer contre des développeurs, puis vous ne savez jamais quand vous êtes, métaphoriquement parlant, en train de creuser votre propre tombe. Disons ça comme ça, insulter des développeurs sur un jeu, c'est jamais une bonne idée. Ou typiquement, c'est une recette pour se faire bannir assez rapidement. Si on continue sur Rainbow, j'aimerais te faire part d'une petite tranche de vie, mais aussi un sentiment, je pense, qui est partagé par plusieurs personnes de ma communauté présentement. C'est une certaine écœurantite de Rainbow Six Siege. Je sais pas si c'est généralisé à d'autres jeux, mais moi, personnellement, c'est Rainbow que j'ai pas touché depuis 2 semaines. J'ai une hypothèse sur le pourquoi que ce sentiment est peut-être généralisé. C'est peut-être à cause de la quarantaine. Donc, les gens qui normalement ne sont pas sur le jeu, qui sont au travail, à l'école, ben présentement, ils n'ont rien d'autre à faire que jouer. Je pense que ce flux-là de personnes qui sont pas forcément, je ne veux pas le dire que c'est pas des joueurs de qualité, mais c'est pas forcément des joueurs compétitifs, des joueurs sérieux. C'est pas toujours des adultes consentants non plus. Ça peut être des jeunes. Ce qui rend présentement l'expérience de jeu, je trouve, un peu plus toxique, un peu plus compliqué. Puis ça fait que j'ai pas envie de passer mon temps sur ce jeu-là présentement. Je sais pas si c'est un sentiment aussi que tu partages. Je sais pas si c'est un sentiment que les gens à la maison partagent. N'hésitez pas à nous dire, vous, est-ce que vous êtes un peu en écœurantite des Rainbow aussi? Est-ce que c'est à cause de la quarantaine ou c'est complètement autre chose? Faites-nous part de vos commentaires, vos émotions. Parlez-nous. Je comprends absolument ce que tu veux dire. Le principe, en fait, c'est une personne moyenne n'aura pas le temps libre suffisant pour jouer au jeu au point de s'en écœurer. Mais là, ben, vu qu'on a beaucoup plus de temps libre à cause de la situation du moment, ben, la surdose de jeux vidéo va arriver beaucoup plus fréquemment qu'à l'habitude que prévu. Donc voilà. Et puis on a à peu près rendu à la fin de la vidéo. Donc la dernière chose qui me restera à vous parler, ben, ça va être le retour sur la question du jour de la semaine passée, qui était en lien, je vous rappelle, avec Lésion. Donc Lésion qui avait été nerf. La question c'était, si vous étiez main de Lésion, quel opérateur est-ce que vous main maintenant? Ou si vous demeurez main de Lésion, comment et pourquoi? Et Lésion, on se rappelle, c'est un opérateur à la nature qui pose un piège avec son gadget, n'est-ce pas, les Mingu? Donc, la réponse était à peu près unanime. Si tu es main Lésion, puis que tu cherches un autre opérateur avec un gadget qui est un piège par nature, eh bien, Kapkan serait le choix, on va dire, naturel dans ce cas-ci. 2 points d'armure, 2 points de vitesse, une bonne arme, la grenade de percussion pour roamer en cas de besoin, tout ça. Donc voilà, c'était la réponse que vous nous avez offerte la semaine passée. Et je vous rappelle la question du jour de cette semaine en lien. Est-ce que tu veux nous la rappeler très rapidement, vu que c'est toi qui l'avais posée tout à l'heure? Parlez-nous de Jagger, de ses ajustements pour ou contre, comment ça va influencer votre gameplay. Parlez-nous de Jagger, qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. Et donc sur ça, un gros merci à tous d'avoir été là. Je vous rappelle très rapidement, si jamais ça vous intéresse d'avoir plus de notre contenu dans vos vies, tous les deux, on est sur YouTube. Si vous avez regardé sur ma chaîne, allez voir la chaîne de LDMP et ou vice-versa. Et comme toujours, si vous voulez avoir une discussion un peu plus naturelle avec nous, venez faire un tour sur nos chaînes Twitch. Mais sur ça, merci à tous d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Allez, bonne semaine.